Voici les pires métiers de la Seconde Guerre mondiale. Numéro 10. L'un des endroits les plus dangereux en guerre est d'être piégé dans un tube d'acier. Les sous-marins étaient essentiels dans la guerre navale de l'Atlantique. U-boots allemands et sous-marins alliés étaient occupés par des soldats au travail. C'était l'une des technologies les plus complexes jamais vues sur un champ de bataille, et ces boîtes de conserve sous-marines étaient de véritables pièges mortels prêts à exploser. La moindre erreur en fermant le hublot pouvait signifier la noyade. Une fuite de gaz ou un changement soudain de pression pouvait entraîner une décompression horrible. Un navire ennemi touché condamnait l'équipage à mourir noyé, le sauvetage étant quasi impossible à cette profondeur. S'échapper du cercueil sous-marin et rejoindre la surface tenait du miracle avec des pertes terribles. Sur 16 000 Américains ayant servi sur des sous-marins, 25% ne sont pas revenus. 30 000 sous-mariniers alliés ont aussi péri, mais cela reste moindre comparé à l'ennemi. Environ 40 et 1 000 soldats allemands servaient sur les U-boots pendant la guerre, dont environ 28 000 sont morts, représentant la majorité des sous-mariniers. Ce métier était une condamnation à mort. Comme certains pilotes de la Seconde Guerre mondiale, mourir semblait inévitable, mais pas comme on l'imagine. Numéro 9. Le front chinois fut l'un des champs de bataille majeurs au début de la guerre. Le Japon, ayant envahi la Chine avant le conflit mondial, y imposa une occupation brutale, causant des millions de morts. La résistance chinoise a épuisé l'occupation. L'occupation japonaise a eu un impact majeur, coupant les routes d'approvisionnement et laissant les forces chinoises manquer d'armes. Les Alliés sont intervenus, ce qui a eu un coût énorme. The Hump était le surnom donné à l'extrémité orientale de la chaîne de l'Himalaya, qui offrait une route clé de l'Inde occupée par les Britanniques vers la Chine. Des avions de transport militaire étaient envoyés dans cette région stratégique, bien que l'US Air Force n'y soit pas formée. La haute altitude rendait la communication avec les bases extrêmement difficile, et obtenir des informations fiables sur la météo était compliqué. Il n'y avait même pas de carte détaillée pour naviguer pendant la mission, ce qui en faisait pratiquement une mission sans retour pour beaucoup des pilotes qui y participaient. Les avions chargés devaient se faufiler entre les sommets, incapables de survoler toutes les montagnes. Les turbulences intenses pouvaient me faire chuter un avion en secondes, mais les pilotes devaient quand même voler. Pendant 3 ans, des milliers de tonnes de ravitaillement ont été livrées par avion à la Chine occupée, aidant la résistance contre les Japonais. Plus de 700 avions alliés se sont écrasés lors de l'opération, causant la mort de 1200 aviateurs. Cela signifiait que les personnes qui participaient à la mission avaient une chance sur 3 de mourir, mais il y avait une récompense impressionnante. 1,5 million de soldats japonais étaient mobilisés dans cette bataille, offrant un répit nécessaire dans le Pacifique. Le pire, c'est qu'on pouvait mourir aussi vite sans être soldat. Parfois, il suffisait de livrer les fournitures. Numéro 8. Les marins marchands américains vivaient un calvaire quotidien. Leur mission assurait de l'approvisionnement des soldats européens en armes, équipements et articles essentiels depuis les États-Unis vers l'Europe en guerre. Les marins naviguaient sur l'Atlantique Nord, zone infestée de U-boots, sans distinguer navires militaires et civils. La haute mer était dangereuse, mais s'approcher de la Méditerranée ou de la Manche devenait un pari risqué avec peu de chances de succès. Un marin marchand sur 26 est mort pendant la guerre, soit 3,85%. C'était même plus élevé que chez les Marines, et proportionnellement, c'était la branche de service la plus meurtrière, la période la plus létale pour les marins marchands. La traversée de Mourmansk dans l'Atlantique Nord était essentielle pour ravitailler les ports soviétiques. Les marins marchands, considérés comme civils, ont subi de lourdes pertes sans bénéficier d'avantages militaires après la guerre. Leur reconnaissance n'est venue que des décennies plus tard. Mais tandis que ces hommes mouraient, en essayant d'atteindre le champ de bataille, d'autres recevaient l'ordre d'y voler directement, encore et encore. Numéro 7. La Seconde Guerre mondiale a changé la guerre. La maîtrise du ciel devenait essentielle dans tous les conflits. Les belligérants pouvaient attaquer à distance, comme les États-Unis l'ont subi à Pearl Harbor. Pour les hommes dans les avions, la mort était constante. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont eu un rôle clé dans les airs en Europe et dans le Pacifique. Les États-Unis ont largué le plus de bombes après le jour J, tandis que le Royaume-Uni a mené le bombardement continu le plus long contre les nazis. Les combats aériens rapides entraînaient la chute quotidienne de centaines de pilotes, dont très peu réussissaient à sauter en parachute pour échapper à la capture. Dans toutes les forces aériennes, le risque de mort était élevé. Sur 25 missions requises pour un aviateur américain, la moyenne n'était que de 15 terminées la première année de combat.
Seuls 30% des membres d'une unité ont survécu à leur mission. Les Britanniques étaient un des plus touchés. Plus de la moitié des pilotes de bombardiers de la Royal Air Force tués au combat, et 12% de plus hors combat. On estime qu'ils s'en sont mieux sortis. Plus de la moitié des pilotes allemands, soit environ 12 000, sont morts au combat. Même survivant dans les airs, la guerre tuait autrement. Silencieuse, anonyme, solitaire. Numéro 6. Alors que les forces militaires ont supporté la majeure partie des pertes humaines pendant la guerre, une grande partie de l'effort de guerre reposait sur les agents au sol, les personnes qui faisaient circuler des informations et des fournitures cruciales. Le Special Operations Executive, SOE, était une organisation britannique créée en 1940 pour l'espionnage en Europe occupée par les nazis. Ils transmettaient des renseignements à leurs supérieurs en Grande-Bretagne, faisant de chaque agent du SOE une cible. L'organisation a employé plus de 13 000 personnes pendant la guerre, et environ 25% d'entre elles étaient des femmes. Le plus dangereux était d'être compromis derrière les lignes ennemies, souvent sans armes, renforts ni réelle chance de fuite. Même s'ils échappaient aux soldats nazis, ils devaient encore traverser la France occupée pour gagner un pays neutre, ce qui coûtait cher. On estime qu'environ un opérateur du SOE sur 4 est mort au cours de la mission, parmi l'ensemble de la population des agents. Fait surprenant, près de 50% des opératrices ne s'en sont jamais remises. La plupart ont été tuées en tentant de fuir ou exécutées après la découverte de leurs opérations. Certaines agentes ont été emmenées dans un camp de concentration par les nazis, où la mort était presque inévitable. Souvent, leur sort n'a été connu qu'après la guerre, beaucoup ayant disparu sans trace. Mais ces agentes avaient choisi ce risque. Certaines ont été tuées en tentant de sauver leurs camarades. Numéro 5. Les infirmiers de combat travaillent dans des conditions très intenses et sont spécialement formés. Ils prodiguent des soins d'urgence en zone de combat, stabilisent et maintiennent les blessés en vie jusqu'à leur évacuation chirurgicale. Et cela signifie foncer en pleine ligne de tir. Les infirmiers de combat ont connu l'un des taux de perte les plus élevés dans l'armée américaine durant la guerre, avec près de 2300 tués et plus de 13 000 blessés. La marine a perdu près de 900 médecins durant la guerre. Ce taux de mortalité élevé s'explique sans doute par l'obligation de secourir leurs camarades, les exposant aux tirs ennemis. La récompense d'une évasion réussie était de recommencer, le médecin de combat étant indispensable à chaque bataille, jusqu'à ce que la chance tourne. Certains métiers risquèrent la mort pour l'empêcher, d'autres supposaient que vous ne reviendriez pas. Numéro 4. Les sous-marins étaient de redoutables pièges mortels durant la Seconde Guerre mondiale, et les torpilles terrorisaient les équipages. Elles pouvaient facilement ouvrir une brèche dans la coque d'un navire de la marine et l'envoyer au fond de l'océan, emportant avec lui des centaines de marins. Mais les torpilles posaient un problème de visée. Un tir raté pouvait révéler la position du sous-marin à l'ennemi, qui ripostait. Les armées misaient alors sur l'ingéniosité humaine. Les Marines ont imaginé leurs propres tentatives de torpilles pilotées par l'homme, dont la plupart n'étaient pas très efficaces, et elles comportaient un risque élevé de mort. Un marin malchanceux était souvent placé dans une capsule au-dessus d'une torpille. Le marin guidait la torpille près de la cible avant de la lâcher, mais l'évasion était difficile. Beaucoup étaient pris dans l'explosion ou ne la relâchaient pas à temps. De toute façon, le marin était condamné, car plus de 60% des hommes de cette mission mouraient. Les Japonais ont supprimé l'intermédiaire. Le Kaiten, torpilles habitées, fut utilisé à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec un pilote. Certains modèles pouvaient accueillir 5 personnes, mais leur utilisation restait simple. Ils étaient lancés contre les vaisseaux ennemis avec une forte charge explosive, sans possibilité d'évasion pour le pilote. C'était un aller simple, ce qui en faisait l'un des rares emplois de la Seconde Guerre mondiale avec un taux de mortalité de 100% pour ceux à qui la tâche était confiée, et c'était rarement optionnel. Parfois, le travail le plus dangereux n'était ni héroïque ni spectaculaire, il suffisait juste d'être visible trop longtemps. Numéro 3. Dans le brouillard de la guerre, savoir communiquer est essentiel. Une embuscade ou un changement météo pouvait compromettre toute une mission. Les forces militaires dépendaient beaucoup des téléphones de campagne, installés manuellement sur le champ de bataille, nécessitant la pose de fils par quelqu'un. C'était l'un des travaux les plus éprouvants qu'on puisse imaginer, généralement effectué par un simple fantassin. Ils transportaient une grande bobine de fil sur leur dos, courant ou rampant à travers le territoire ennemi pour poser le fil. Ils le reliaient à l'antenne et testaient la communication une fois finie. Cela comportait de nombreux risques, notamment leur incapacité à utiliser efficacement une arme lorsqu'ils étaient gênés par le fil.
Ils étaient des cibles faciles pour les tireurs d'élite en rampant, ce qui a causé de lourdes pertes. Les opérateurs téléphoniques posèrent du fil ou transportaient une grande radio pour permettre au commandant d'envoyer des messages. Ils servaient de cible d'entraînement et étaient aussi formés à chercher ses soldats pour couper la communication de l'unité. Il n'y a pas de chiffre précis sur le nombre de personnes ayant servi dans ce rôle, car tout soldat moyen pouvait être remplacé. Environ 50% de ceux ayant ce devoir mortel y ont péri. Mais il y avait un rôle où la mort n'était pas un risque, c'était toute la mission numéro 2. Le rôle de kamikaze n'a existé que dans le Japon impérial après l'attaque de Pearl Harbor. Les États-Unis ayant rapidement montré leur supériorité navale, le Japon a ciblé les cuirassés américains dominants dans le Pacifique. Leurs pilotes étaient formés à les abattre coûte que coûte, même au péril de leur vie. On estime que 3800 à 4800 pilotes kamikazes ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, leur unique mission étant de percuter les navires ennemis pour causer d'importants dégâts. Impossible de fuir ou de survivre, les volontaires savaient qu'ils donnaient leur vie pour la gloire de l'empereur. Le Japon impérial privilégiait la loyauté envers la direction, ce qui les menait presque toujours à leur perte. On estime qu'environ 25% des pilotes kamikazes ont survécu à leur mission, soit parce que les missions étaient annulées à cause du mauvais temps, soit à cause de pannes mécaniques. C'était vu comme une honte pour le pilote, qui était souvent envoyé à la prochaine mission pour se racheter. Pour un pilote, prolonger sa mission pour éviter la mort était vu comme la pire trahison. Être capturé signifiait la mort et la honte pour leur famille et les autres pilotes. Environ 3800 sont morts lors de leur mission. Plusieurs dizaines de navires de guerre ont coulé et plus de 7000 soldats alliés sont morts. Pourquoi tant de soldats japonais acceptaient-ils une mission sans retour ? Être aviateur comportait déjà un risque de mort extrêmement élevé à la base, et rien ne se compare à un travail où survivre ne signifiait qu'attendre son tour. Numéro 1. La plupart de ces tâches étaient faites par des soldats ou agents, mais les Sonderkommando étaient des prisonniers, coupables seulement d'appartenir au mauvais groupe ethnique. La vie des déportés dans les camps de la mort nazis, surtout juifs, roms, handicapés et prisonniers politiques, dépendait totalement des gardiens brutaux. Ceux jugés utiles étaient utilisés comme esclaves, tandis que ceux jugés trop faibles pour travailler étaient souvent tués immédiatement. Et c'est là qu'entrait en jeu la tâche la plus sombre de toutes. Le Sonderkommando était une unité de prisonniers des camps de la mort nazis chargée d'entrer dans la chambre à gaz après les exécutions et d'éliminer les corps. Il fallait gérer les crématoriums, broyer les os et récupérer les objets de valeur restants. En raison du nombre massif de personnes tuées dans chaque camp d'extermination, un grand nombre de ces prisonniers était nécessaire. En 1943, au camp de Birkenau près d'Auschwitz, 400 prisonniers occupaient ce poste lors de la déportation de nombreux juifs hongrois. Un an après, le personnel dépasse 900 Sonderkommando, un travail mentalement dévastateur. Ils devaient gérer les corps de leurs compagnons de captivité, parfois même ceux de leur famille, sans possibilité de refus. La plupart des Sonderkommando étaient recrutés à l'arrivée, certains captifs étant sélectionnés pour le travail forcé. C'étaient toujours des hommes, en bonne santé, et aptes aux tâches pénibles. Refuser cette tâche menait à la mort, donc la plupart acceptaient pour survivre plus longtemps. Mais bien que ce fût la tâche la plus cauchemardesque imaginable pour ceux à qui elle était assignée, elle comportait tout de même quelques avantages surprenants. De meilleurs quartiers, plus de nourriture et moins de risques d'exécution car les Sonderkommando étaient vus comme les gardiens des secrets du camp. Ils en savaient trop, il fallait qu'ils travaillent en silence tant qu'on en avait besoin. Les Sonderkommando avaient une bien meilleure chance de survie, au moins pendant quelques mois, car tous les 3 mois, l'unité des Sonderkommando était remplacée, ce qui signifiait qu'ils étaient eux-mêmes envoyés dans les chambres à gaz. Une nouvelle équipe était amenée parmi les nouveaux prisonniers, et leur première tâche consistait souvent à se débarrasser des corps de leurs prédécesseurs. Peu ont survécu à la guerre, et tenir un an était très rare, menant à des actes de désespoir. 2 des plus célèbres révoltes contre les camps de la mort nazis furent menées par le Sonderkommando. À Treblinka, plus de 700 se sont révoltés, 100 ont survécu et fui. À Auschwitz, des Sonderkommando, prévenus par la résistance que leur temps était compté, ont mené une révolte violente. Quelques-uns ont fui, mais la plupart ont été capturés puis exécutés. Pour les rares survivants, cette tâche a laissé de profondes cicatrices mentales d'une des périodes les plus sombres de l'histoire.
Vous souhaitez en savoir plus sur les armes de la Seconde Guerre mondiale. Découvrez les armes les plus terrifiantes de la Seconde Guerre mondiale ou cliquez sur cette vidéo.